Un week-end de détente avec vos meilleurs amis, un menu composé de balades, de plaisir et de repos. Tout était prêt pour passer un excellent moment. Un petit coin de paradis qui bientôt se transformera en enfer. Que s'est-il donc passé ce 14 mars 1960 pour en arriver là? Laissez-moi vous raconter l'histoire tragique des meurtres de Starved Rock. Le 14 mars 1960, les corps de 3 femmes de la banlieue de Chicago ont été découverts dans le canyon de Saint-Louis, l'une des nombreuses merveilles naturelles du parc d'État de Starved Rock, près d'Utica dans l'Illinois. Ce crime a choqué le nord de l'État et a donné lieu à une chasse à l'homme, qui a abouti à l'arrestation d'un meurtrier avoué, emprisonné depuis. C'est l'une des histoires les plus choquantes jamais survenues dans cette région, pourtant paisible. Si l'on remonte le temps, Starved Rock c'est aussi un passé violent et sanglant. Le parc tire son nom d'une forteresse rocheuse sur la rivière Illinois, où une tribu d'Indiens fut assiégée au XVIIe siècle. Alors que leur nombre diminuait à cause de la famine, des guerriers désespérés tentèrent de s'échapper, pour finalement être massacrés dans les forêts environnantes. En mars 1960, la violence du passé ressurgit à Starved Rock, avec la découverte des corps matraqués de 3 femmes de Riverside, dans l'Illinois. Le terrain autour de la haute forteresse de pierre avait été transformé en parc national des années auparavant, et le 14 mars, les corps ensanglantés des femmes furent retrouvés dans l'un des fabuleux canyons du parc. Les 3 femmes d'âge moyen, Mildred Lindquist, Lillian Hutting et Frances Murphy, avaient quitté leur maison huppée de la banlieue de Chicago pour passer 4 jours de vacances au parc de Starved Rock. Les 3 amies, qui fréquentaient toute l'église presbytérienne de Riverside, avaient hâte de faire une sortie ensemble. Lillian, qui avait passé tout l'hiver à soigner son mari après une crise cardiaque, avait particulièrement hâte de profiter de plusieurs jours de randonnée, d'observation des oiseaux, et de passer du temps en plein air. Les employés du lodge du parc se souviendront plus tard de l'arrivée des 3 femmes. Frances Murphy avait garé son break gris sur le parking de l'auberge, et elle et ses amis avaient déchargé leurs quelques bagages. Elles se sont enregistrées dans 2 chambres, ont déposé leurs affaires, et sont parties déjeuner dans la salle à manger. Elles ont ensuite fait remarquer à l'un des membres du personnel que c'était une belle journée pour une randonnée, et sont parties avec un appareil photo et une petite paire de jumelles. Les femmes quittèrent ensuite le lodge, chaussées de simples bottes de caoutchouc. Le chemin était recouvert d'une légère neige, et elles avancèrent péniblement, glissant quelquefois, s'arrêtant de temps en temps pour se prendre en photo. Finalement, elles arrivèrent au bout du canyon de Saint-Louis, où des parois rocheuses abruptes encadraient une majestueuse cascade gelée. Les 3 femmes n'étaient qu'à 1 mile du lodge. Lillian se saisit de l'appareil photo de son amie, et prit plusieurs photos couleur du canyon. Lorsqu'elle eut terminé, le groupe se remit en marche. À ce moment, elle ne le savait pas encore, mais c'est vers l'horreur qu'elle se dirigeait. Une horreur qui allait stupéfier toute la nation. Le premier signe inquiétant se produisit ce soir-là, lorsque George Hutting tenta de téléphoner à sa femme au lodge. Elle avait promis de l'appeler, mais comme elle ne l'avait pas fait, Hutting passa lui-même un appel. Le personnel de service lui dit que sa femme n'était pas disponible. On supposa que les dames étaient sorties quelque part, le membre du personnel suggéra que sa femme l'appellerait sûrement le lendemain matin. Sans s'inquiéter, George alla se coucher. Mardi matin, il a rappelé le lodge, et a demandé à parler à sa femme. Malheureusement, l'employé qui a répondu à George a commis une erreur. Il a dit au mari inquiet que les 3 femmes avaient été vues au petit déjeuner, et qu'elles étaient simplement sorties du lodge à ce moment-là. Rassuré, George a donc mis fin à l'appel. Par malchance, l'employé a confondu le groupe des 3 femmes avec un autre groupe présent dans le lodge. Cette nuit-là, une tempête hivernale tardive s'est abattue sur la vallée de l'Illinois. Dans le canyon de Saint-Louis, plusieurs centimètres de neige sont tombés, et ce n'était assurément pas une bonne nouvelle. On ne le savait pas encore, mais toute cette couche de neige allait faire disparaître de précieux indices,
comme des empreintes de pas, de potentielles taches de sang, ou d'autres informations importantes. Les conditions, proches du blizzard, ont continué toute la nuit, rendant les routes du parc presque impraticables. George Tim téléphona de nouveau au lodge le mercredi matin, mais sa femme et ses amis étaient toujours introuvables. Sur son insistance, des employés entrèrent dans les chambres des femmes et découvrirent que les lits et les sacs étaient intacts. Une vérification rapide du parking montra également que le break de Frances Murphy n'avait pas été déplacé. Choqué, George réalisa que sa femme et ses amis avaient disparu depuis plus de 40 heures. Après que George eut terminé son appel, il téléphona à son ami de longue date, Virgil Peterson, directeur opérationnel de la commission criminelle de Chicago. Lorsque Peterson apprit la nouvelle, il contacta la police d'État et d'autres organismes chargés de l'application de la loi dans la région. En quelques minutes, la nouvelle de la disparition des femmes parvint au bureau du shérif du comté de LaSalle, et le shérif Rehotsey commença à organiser des équipes de recherche pour les retrouver. Il accompagna l'un des groupes qui partit immédiatement pour le parc. Un journaliste local, Bill Danley, venait de terminer son dernier article pour l'édition du jour, lorsqu'il reçut un tuyau sur les disparitions. Saisissant un appareil photo, il brava les routes enneigées et se dirigea vers le parc. Lorsque Danley atteignit l'entrée ouest du parc, il remarqua un garçon qui traversait en courant un ravin glacé en direction de la route. Il se rendit sur un petit parking, et trouva plusieurs autres jeunes qui criaient que des corps avaient été retrouvés sur l'un des sentiers. Danley reconnut les garçons comme étant des membres du camp forestier de la commission de la jeunesse de l'Illinois, où lui-même avait autrefois dirigé un poste d'exploration. Il les emmena dans un garage voisin pour leur poser quelques questions. Lorsqu'ils lui parlèrent des corps, il appela le pavillon, où les forces de l'ordre s'étaient rassemblées, puis appela le journal pour signaler la découverte. En quelques minutes, l'histoire fit le tour des dépêches d'information dans tout le pays. Danley était parmi ceux qui pénétrèrent dans le canyon de Saint-Louis, ils furent également les premiers à voir les corps. Les 3 femmes mutilées étaient allongées côte à côte, partiellement recouvertes de neige. Elles étaient sur le dos, sous une petite corniche, leurs vêtements inférieurs avaient été arrachés, et leurs jambes écartées. Chacune d'elles avait été sauvagement battue à la tête, et 2 des corps étaient attachés ensemble avec de lourdes ficelles blanches. Elles étaient couvertes de sang, et leurs jambes exposées étaient noircies de bleu. Les détectives de la police d'État sont arrivés rapidement, et ont commencé à fouiller les environs immédiats. À l'exception du sol du surplomb où les corps ont été retrouvés, l'ensemble du canyon était recouvert de près de 15 cm de neige. La fine poudre blanche a dû être soigneusement retirée et telle qu'elle était, des signes d'une lutte violente ont été révélés. L'appareil photo de Madame Murphy a été retrouvé à environ 3 mètres des victimes. Son étui en cuir était maculé de sang et sa sangle était cassée. Ils ont également trouvé les jumelles ensanglantées des victimes. Non loin de là, le procureur du comté de LaSalle, Harland Warren, est tombé sur une branche d'arbre gelé qui était maculée de sang. Juste au-dessous, la neige était également recouverte de sang. D'après les premières constatations, cette branche ensanglantée était probablement l'arme du crime. En voyant une longue traînée de sang, les enquêteurs étaient persuadés que les femmes avaient été tuées ailleurs dans le canyon, puis leurs corps avaient été traînés et placés sous le rebord rocheux. Les corps sont restés sur place pendant des heures, jusqu'à ce que les pathologistes et les responsables du laboratoire criminel de l'État puissent arriver. Les policiers, les médecins et secouristes sont restés jusque tard dans la nuit, puis à l'aide de lanternes et de lampes de poche, les victimes ont été évacuées sur des civières en tissu. Les corps ont été transportés jusqu'à une maison funéraire à Ottawa, où ils ont été examinés et autopsiés. Les femmes avaient manifestement été agressées sexuellement, mais le froid et les limites des techniques médicales de l'époque n'ont pas permis de déceler formellement la moindre trace de viol. Les médecins ont pu déterminer l'heure du décès, soit peu après qu'elles aient déjeuné au chalet. Aucun mobile n'a été avancé pour les meurtres, mais l'hypothèse d'un vol a été écartée, car les femmes avaient laissé leur argent et leurs bijoux dans leur chambre, lorsqu'elles étaient parties en randonnée l'après-midi. Les premiers résultats de l'enquête n'étaient pas bons. Il y avait peu d'indices à suivre et les théories ont commencé à devenir de plus en plus insensées.
Les choses sont devenues encore plus confuses lorsque plusieurs services ont voulu s'occuper de cette affaire, chacun émettant sa propre théorie. Le procureur Warren, un fonctionnaire respecté et travailleur, était techniquement responsable, mais la police d'État a conservé son autorité dans l'affaire, parce que les meurtres avaient été commis dans la propriété du parc. Les deux camps chargés de l'application de la loi se sont affrontés, pour finalement se retrouver dans une impasse. Warren a été obligé de traiter avec les autorités de l'État, parce que les fonctionnaires du comté de LaSalle n'avaient tout simplement aucune expérience dans le traitement de crimes de ce type. Alors que l'enquête avançait lentement, la peur s'emparait de la région. Les portes qui n'étaient jamais fermées auparavant, étaient désormais solidement verrouillées. Les quincailleries ont connu une ruée sur la vente de nouvelles serrures, et les magasins d'articles de sport ont vu la vente d'armes augmenter de façon alarmante. Le nombre de clients qui passaient la nuit au Starved Rock Lodge a chuté à presque zéro, et certains automobilistes ont fait des kilomètres pour éviter de conduire près de l'entrée du canyon. Les journaux et les radiodiffuseurs de tout l'État ont largement rapporté la lenteur de l'enquête et ont accru le niveau de panique dans la région. L'attention constante des journaux sur l'affaire a maintenu la pression sur les responsables de la police pour qu'ils progressent, en particulier au bureau du comté de Harland Warren. Celui-ci faisait tout ce qui était en son pouvoir pour faire avancer l'enquête, mais il avait du mal à faire face à la pression, surtout en cette année électorale. L'argent devenait également un problème, car le budget de l'enquête montait en flèche. Tout au long de l'année 1960, la pression ne cessait d'augmenter. Aux personnes qui le critiquaient, il a rétorqué qu'il avait essuyé bon nombre de critiques, et qu'il était avocat, pas détective. Résolu, il a tout de même décidé de continuer et de tenter une dernière fois de résoudre l'affaire. Il s'est demandé ce que le tueur avait laissé sur la scène du crime, un détail ou un indice, qui permettrait de faire avancer l'enquête. La réponse était évidente, c'était la ficelle que le meurtrier avait utilisée pour attacher deux des victimes. Warren acheta un microscope avec son propre argent, et commença à étudier attentivement la ficelle. Les recherches révélèrent que deux types de ficelles étaient utilisées, une à 20 brins et une à 12 brins. Fort de ces informations, il chercha de l'aide pour suivre cette piste. Au lieu de choisir quelqu'un de son équipe, il choisit deux détectives du comté qui lui rendraient compte de l'affaire en toute indépendance. Les deux hommes étaient les adjoints Bill DeMette et Wayne S. Ils étaient tous deux dignes de confiance, intelligents, et ne divulgueraient pas aux journaux des détails ou des informations sensibles. Les hommes commencèrent leur enquête à l'endroit le plus logique pour retrouver la source de la ficelle, à savoir le Starved Rock Lodge. En septembre 1960, Warren et ses adjoints rencontrèrent le directeur de la cuisine du lodge. En quelques minutes et sans grande difficulté, Warren trouva les deux types de ficelles utilisées dans le meurtre. Elles servaient toutes deux à emballer de la nourriture. DeMette et S, utilisant les registres d'achat du lodge, retrouvèrent rapidement le fabricant de la ficelle. Il est donc plus que probable que la ficelle utilisée pour attacher les victimes du meurtre provenait de la réserve de la cuisine du lodge. Comme Warren l'avait toujours soupçonné, le tueur travaillait au lodge du parc, où il y avait accès. Confronté au fait que tous les employés du lodge avaient passé avec succès des tests polygraphiques, le fameux détecteur de mensonges, Warren se demandait si ces tests étaient fiables. Il décida qu'il était préférable de procéder à ses propres tests. Engageant un spécialiste qui travaillait pour une importante entreprise de Chicago, Warren rappela tous les employés qui avaient travaillé pendant la semaine du meurtre. Un par un, ils se rendirent dans une petite cabane située près du pavillon, et se soumirent à un nouveau test. La première douzaine d'employés fut rapidement disculpée. Warren et ses adjoints se demandèrent s'ils ne perdaient finalement pas leur temps. Puis Bill DeMette fit venir un ancien plongeur nommé Chester Wigger, et tout changea. Une fois le test polygraphique de Wigger terminé, Warren remarqua que le visage de l'examinateur était devenu pâle. Dès que Wigger quitta la cabane, le technicien se tourna vers Warren et déclara tranquillement « C'est votre homme ». Wigger, 21 ans, était un homme mince, de petite taille, était marié et père de 2 jeunes enfants. Il avait travaillé au parc jusqu'à cet été-là, puis avait démissionné pour se lancer dans une entreprise de peinture en bâtiment avec son père. DeMette se souvenait du nom de l'homme, d'après un rapport de police antérieur,
mais son nom n'était qu'un seul parmi tant d'autres. Warren a intensifié les recherches sur cet homme, et curieusement, Uyghur a totalement coopéré. Il a remis un morceau d'une veste en peau de daim qu'il possédait, afin que des taches sombres suspectes puissent être examinées. Il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait de sang humain, mais en 1960, il n'a pas pu être typé et associé à une victime spécifique. Warren a également demandé à Uyghur de se soumettre à d'autres tests polygraphiques, et une fois de plus, Uyghur a accepté. On lui a fait passer toute une série de tests, et il a échoué à tous. Warren plaça l'ancien plongeur sous surveillance constante de la police d'État. Les deux adjoints commencèrent à enquêter sur le passé du suspect, ainsi que sur des crimes similaires commis dans la région. Demet tomba sur une affaire de viol et de vol, qui avait eu lieu à environ 1 mile de Starved Rock en 1959. Il retrouva et se rendit donc chez la jeune victime, avec une pile de photos d'identité. Alors qu'elle les triait lentement, elle se mit à crier en voyant le visage de Chester Uyghur. Warren aurait pu facilement ordonner l'arrestation du suspect, mais il a dû patienter. En effet, un nouveau problème venait de surgir. Avec tout le temps et l'énergie consacrés à l'enquête, il avait très peu travaillé sur sa campagne de réélection. S'il avait inculpé Uyghur de viol et de meurtre avant l'élection, les avocats de la défense auraient simplement dit qu'il avait agi ainsi pour conserver son poste. Il l'a donc laissé sous surveillance, ne voulant pas compromettre l'enquête et sa réélection. Malheureusement, son adversaire l'a mis en cause et rendu responsable, pour la lenteur et le cafouillage dans la résolution de cette affaire. Sur 60 000 voix lors de l'élection, Warren a perdu de près de 3 500 voix. Déçu par les résultats des élections, Warren était maintenant bien décidé à inculper Uyghur. Bien que ses preuves ne soient pas aussi solides qu'il l'aurait souhaité, il obtint un mandat d'arrêt contre Uyghur pour le viol de 1959, et ordonna à SE2 d'aller l'arrêter. Il pensait que lorsqu'il verrait toutes les preuves s'accumuler contre lui, le suspect avouerait le crime et les meurtres de Starved Rock. Warren et ses deux adjoints avaient soigneusement planifié la manière d'interroger Uyghur avant de le confronter aux accusations de meurtre. Peu de temps après, SE2 arrivèrent à l'appartement du jeune homme, et lui expliquèrent qu'ils avaient d'autres questions à lui poser. Ils ne firent aucune mention des mandats d'arrêt qu'il attendait au tribunal. Une fois qu'ils l'eurent mis en garde à vue, les policiers commencèrent à l'interroger sur le viol, et à lui demander des précisions sur les meurtres. Ils le gardèrent dans la salle d'interrogatoire jusqu'à minuit passé, puis, fatigué par toutes ces questions et presque épuisé, Uyghur s'arrêta au milieu de sa phrase, et demanda à voir sa famille. Une voiture de police fut dépêchée au domicile de ses parents. Sa mère et son père furent amenés auprès de leur fils où ils purent rester seuls avec lui quelques minutes. Dans sa déclaration officielle, recueillie le lendemain, le député a déclaré, lorsque Bill est sorti de l'arrière-salle du bureau du procureur, pour accompagner monsieur et madame Uyghur à la porte afin qu'ils puissent rentrer chez eux, j'ai pu voir que quelque chose tracassait Chester Uyghur. Je lui demandai, Chester, pourquoi ne m'en parles-tu pas? Nous ne sommes que deux ici, raconte-moi juste ça. Il a répondu, d'accord. Je l'ai fait. J'ai eu peur. J'ai essayé de leur voler leur sac à main, elles se sont battues et je les ai frappées. Le sac à main que Uyghur prétend avoir essayé de voler, était en fait l'appareil photo de Madame Murphy. Quelques minutes plus tard, les aveux furent retranscrits et signés par Uyghur. Au cours de ces aveux, lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait traîné les corps sous le surplomb du canyon de Saint-Louis, il expliqua qu'il avait aperçu un petit avion volant à basse altitude au-dessus du parc. Pensant à tort qu'il s'agissait d'un avion de la police d'État, il avait déplacé les corps, de peur qu'ils ne soient visibles d'en haut. Quelques jours plus tard, le vol au-dessus du parc fut confirmé par le témoignage du pilote, et par la vérification de son carnet de bord. Uyghur avoua plusieurs fois les meurtres au cours des jours suivants, et rejoua même les meurtres devant une foule de policiers et de journalistes. Puis, soudainement, après sa première rencontre avec son avocat commis d'office, Uyghur changea sa version des faits, et déclara qu'il était innocent de toutes les accusations portées contre lui. Il affirma que Demet et S l'avaient forcé à avouer en le menaçant d'une arme à feu. Il avait menti dans ses aveux, mais avait eu tellement peur, qu'il avait quand même signé les papiers.
Il a également déclaré que Demet lui avait fourni des informations sur l'avion. Il a affirmé se trouver dans une ville nommée Oglesby au moment des meurtres. Uyghur fut jugé. La sélection du jury prit presque 2 semaines, et le procès commença le 20 janvier 1961. Le nouveau procureur, Robert Richardson, était chargé de l'accusation et était assisté d'Anthony Raccuglia. Le procès, qui était suivi dans tout le pays, fut présidé par le juge Leonard Hoffman. Comme les 2 procureurs n'avaient jamais jugé d'affaire de meurtre auparavant, il suggéra que Harland Warren soit nommé procureur spécial pour cette affaire uniquement. Richardson, qui avait vivement critiqué Warren pendant la campagne électorale, rejeta l'idée. Richardson et Raccuglia décidèrent d'inculper Uyghur pour un seul des 3 meurtres. La raison en était qu'en cas de procès nul ou d'acquittement, il pourrait toujours porter plainte contre lui pour les autres meurtres. Ils demandèrent la peine de mort dans cette affaire. Le 4 mars, presque un an exactement après les meurtres, le jury a rendu un verdict de culpabilité. Le jour de son 22e anniversaire, Uyghur a été condamné à la prison à vie. Après le procès, des journalistes ont demandé aux jurés s'ils savaient qu'une condamnation à perpétuité dans l'Illinois signifiait que Uyghur pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle dans quelques années. La plupart des jurés ont été choqués, ils n'en avaient aucune idée. Certains d'entre eux ont même déclaré que s'ils avaient su que Uyghur n'était pas réellement envoyé en prison pour le reste de sa vie, ils auraient voté pour la chaise électrique. La méconnaissance de la loi de l'Illinois, et l'échec du procureur à donner des instructions appropriées au jury, ont fini par sauver la vie de Uyghur. Chester Uyghur a été incarcéré au pénitencier de Statesville, puis au centre correctionnel d'Illinois River. Uyghur s'est vu refuser la libération conditionnelle 2 douzaines de fois depuis 1972, et la plupart des gens estiment qu'il a sa place derrière les barreaux. Cependant, dans l'esprit de certains, des questions demeurent sans réponse au sujet de cette affaire. Beaucoup pensent que les preuves utilisées pour condamner Uyghur ne tiendraient pas devant un tribunal aujourd'hui. Son procès s'est en grande partie basé sur ses aveux, antérieurs aux avertissements Miranda qui sont exigés aujourd'hui. D'autres se demandent comment un homme petit et svelte comme Uyghur a pu maîtriser les 3 femmes d'âge moyen, puis déplacer leur corps tout seul pour les cacher sous le surplomb rocheux. D'autres personnes qui croient à son innocence évoquent une confession d'une patiente sur son lit de mort, qui aurait eu lieu en 1982 ou 1983. Un sergent de la police de Chicago, Mark Gibson, a soumis en 2006 une déclaration sous serment relatant cette confession. Elle a été utilisée devant le tribunal pour appuyer une requête en vue de nouveaux tests ADN, dans l'affaire du meurtre de Starved Rock. Dans la déclaration sous serment, Gibson a affirmé que lui et sa partenaire, aujourd'hui décédée, avaient été appelés à l'hôpital presbytérien Roche-Saint-Luc, pour voir une patiente en phase terminale qui souhaitait libérer sa conscience. La déclaration sous serment indiquait ce qui suit. La femme était allongée dans un lit d'hôpital. Je me suis approché d'elle et elle m'a attrapé la main. Elle a indiqué que lorsqu'elle était plus jeune, elle était avec ses amis dans un parc national, lorsque quelque chose s'est produit. La femme a ensuite déclaré à Gibson qu'elle se trouvait dans un parc à Utica, et que les choses ont dégénéré, que plusieurs victimes ont été tuées, et qu'ils ont traîné les corps. Gibson a déclaré que les filles de la femme avaient interrompu l'entretien, en criant que leur mère était folle, tout en ordonnant à la police de quitter la pièce. Dans sa déclaration sous serment, Gibson n'a pas fourni la date exacte de l'entretien, ni le nom de la femme, mais a déclaré avoir transmis l'information à un détective. La déclaration sous serment n'a pas précisé si une suite avait été donnée ou non, ni pourquoi les aveux n'ont été présentés qu'en 2006. Les prétendus aveux n'ont pas été admis au cours des audiences, bien que de nouveaux tests ADN aient été ordonnés. Cependant, ils n'ont pas réussi à disculper Uyghur de quoi que ce soit, car les échantillons avaient été corrompus au fil des ans. Après l'échec de ces tentatives de libération, une demande de clémence a été envoyée au gouverneur Rod Blagojevich, mais elle a été rejetée en juin 2007. Chester Uyghur, lui, n'en démord pas. Son discours n'a pas changé. Il a été piégé par les 2 adjoints, Demet et S. Mais les 2 adjoints, jusqu'au jour de leur mort, ont insisté sur le fait que Uyghur avait avoué. Ils étaient fermement convaincus qu'il avait commis les meurtres,
et qu'il avait été l'auteur de l'un des actes les plus odieux de l'histoire de Starved Rock. Un dernier rebondissement a eu lieu dans cette affaire, en novembre 2019. Après 24 tentatives, et après avoir passé 60 ans derrière les barreaux, Chester Wigger a obtenu une libération conditionnelle. Il a été libéré de prison, et a été placé dans une maison de transition pour anciens détenus âgés. À sa sortie de prison, il a simplement déclaré « Peu importe ce que vous pouvez croire ou non à propos de cette affaire. Que faut-il penser de sa culpabilité ? Il y avait des preuves le reliant au crime, et il a été reconnu coupable par un tribunal. Fallait-il vraiment le libérer, malgré la monstruosité des crimes ? Je suppose que certains diront qu'il a purgé sa peine, qu'il méritait d'être libéré, et que lui aussi a droit à une seconde chance avec le temps qu'il lui reste à vivre. Où se trouve la vérité ? En toute honnêteté, je n'en sais rien. Imaginez un instant. Si cet homme est innocent, il a perdu 60 ans de sa vie derrière les barreaux, et jamais il ne rattrapera le temps perdu. S'il est coupable, la même question se pose. Fallait-il le libérer ? En guise de conclusion, mes pensées vont aux victimes, car ne l'oublions pas, Mildred, Lillian et Frances n'ont pas eu droit à cette seconde chance.